Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième rencontre web de l'association Le Passage. Je rappelle que l'idée de ces web conférences tous les 14 jours, c'est de préparer un séminaire en début d'année, on l'espère, qui traite du thème de soigner nos épreuves avec les chevaux et qui tente de voir si on peut allier de manière pertinente un secteur de recherche assez fort en France, qui est l'état de stress post-traumatique, et puis un autre qui est encore timide et qui est animé par des pratiquants un petit peu partout en France avec un certain succès, qui est donc la médiation équine à visée thérapeutique. Alors nous recevons aujourd'hui, et nous avons vraiment l'honneur, et merci à vous professeur, nous recevons le professeur René Garcia. Alors pour le présenter rapidement, ça pourrait être beaucoup plus long, hein. Vous êtes neurobiologiste de formation, vous avez exercé à l'Université de Bordeaux en tant que maître de conférence jusqu'en 2001, et puis actuellement vous êtes à l'Université Côte d'Azur en tant que professeur des universités. Vous êtes ici depuis 2001. Vous avez créé dans votre établissement le diplôme d'université, le DU, de psychotraumatologie, qui accueille depuis 2014 une trentaine d'inscrits par an. Au niveau national, vous êtes président élu 2014-2022 du réseau ABC des psychotraumas, qui rassemble 150 membres, en majorité des psychiatres, des psychologues, des neurobiologistes. Et vous êtes membre du conseil scientifique et d'orientation du Centre national de ressources et de résilience. Et vos activités de recherche se déroulent à l'Institut de neurosciences de la Timone à Marseille-Aix. Voilà, tout est correct dans votre présentation, professeur? Parfait, parfait. Je vous en remercie. Ben, je vous en prie, c'est nous qui vous accueillons avec grand plaisir. Et puis avec vous, eh bien, nous avons Lina Rossetti. Donc Lina Rossetti, elle est équithérapeute, hein. Elle travaille depuis 3 ans depuis la Côte d'Azur à soigner notamment beaucoup d'enfants qui sont autistes ou gravement handicapés. Et donc, dans cette médiation équine à visée thérapeutique, elle travaille depuis 2 ans et demi avec notamment des enfants victimes de l'attentat de Nice, donc psychotraumatisés. Et la question qui va se poser au cœur de notre débat de ce soir va être de voir effectivement de mieux comprendre ce champ. Et encore une fois, merci professeur de nous éclairer. Alors pardon, hein, évidemment, ça va être très synthétique puisque vous avez tout un DU pour enseigner là-dessus. Donc c'est assez horrible de résumer en très peu de temps ce que peut être l'état de stress post-traumatique. Je voulais préciser à tous nos amis qui nous écoutent qu'il y a un chat, donc vous pouvez vous poser vos questions et la deuxième partie de cet entretien qui dure 1 heure, ça priorisera vos questions parmi les plus pertinentes. Professeur, pour commencer tout simplement, peut-être nous expliquer ce que c'est que l'état de stress post-traumatique. Aujourd'hui, je devine qu'il prend une proportion plus importante avec ce que nous vivons. Je suppose que le confinement et puis toute cette peur, toute cette angoisse, tout ce stress qui existe dans nos sociétés à travers la planète conduisent peut-être où on nous prépare un état de stress post-traumatique. Donc vous, est-ce que vous pourriez nous expliciter en quelques lignes comment mieux comprendre cet état et comment bien le définir? Très bien. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. J'en profite aussi pour saluer toutes les personnes qui arrivent progressivement. Alors, concernant la question, pour ma part, j'aurais tendance à parler de TSPT, hein, de troubles de stress post-traumatique, à la place de ESPT, c'est-à-dire état de stress post-traumatique. Alors, le trouble de stress post-traumatique, c'est un trouble mental qui se développe à la suite de l'exposition d'un individu à un événement traumatisant. Donc ça, c'est le point de départ. Des exemples de tels événements tels qu'une agression, un accident, un attentat, une catastrophe naturelle. Une telle exposition va entraîner d'abord une réaction intense, désagréable, qui peut durer, on va dire, à peu près une trentaine de jours. Alors, cela peut concerner aussi bien les victimes que les témoins de l'événement. Au-delà de cette période de 30 jours, lorsque les symptômes sont persistants, à ce moment-là, on va parler de troubles de stress
post-traumatique. Quels sont ces symptômes? Je vais parler de 4 groupes pour simplifier. Il y a d'abord les reviviscences, c'est le fait de revivre l'événement mentalement. Ça peut être sous forme de pensées intrusives, hein. C'est des pensées qui viennent au moment où on n'en fait pas appel, dans les cauchemars par exemple, ou dans les flashbacks, ou lorsqu'on est confronté à quelque chose qui va rappeler l'événement. À cela s'ajoute l'évitement. L'évitement va être cognitif, c'est-à-dire qu'on va essayer d'éviter les pensées en lien avec l'événement. Aussi l'évitement comportemental, éviter les lieux, les personnes en lien avec l'événement. Ensuite, il y a l'hypervigilance. C'est cette attention qui est exacerbée à la possibilité d'un danger, c'est-à-dire comme s'il y avait le danger partout. On y met aussi l'irritabilité, le trouble du sommeil. J'ajouterais enfin les troubles cognitifs, donc, par exemple difficulté à se concentrer, troubles de mémoire, sens altéré de la réalité. Bon, il y a d'autres troubles, hein, d'autres troubles. Là, je simplifie. On ajoute aussi, j'en dis juste un mot rapidement, ce qu'on appelle la comorbidité, c'est-à-dire le développement d'un autre trouble, en plus du trouble principal ici, qui est le trouble de stress post-traumatique. C'est le cas de la dépression, de l'addiction, de l'anxiété et même de troubles psychotiques. Donc, voilà, en gros, dans l'événement traumatisant, il y a un risque de mort, hein, en témoin de quelqu'un qui meurt suite à un accident, par exemple, de la circulation. Et, pardon, 2 secondes, j'avais oublié de prendre mon téléphone. Immédiatement. Désolé. Et il y a blessure grave ou risque de blessure grave. Il y a toujours cette proximité comme de mort, hein, de risque de vulnérabilité et d'attentat à la vie, hein, c'est ça. Voilà, exactement. Très bien, d'accord. Et de ce fait, vous avez créé un DU il y a quelques années, hein, mais c'est assez récent. Ma deuxième question, c'était de me dire, alors je suis profane, hein, de me dire, mais c'est quelque chose de connu depuis très longtemps. Est-ce que la recherche est ancienne ou est-ce qu'elle est récente? Et pourquoi c'est si récent ça que d'appréhender ce type de phénomène qui quand même touche énormément de monde, on le devine? Très bien. Alors, il faut dire qu'il y a un lien entre les avancées concernant la recherche et l'obtention des moyens pour faire de la recherche. Alors, il y a de l'intérêt pour le trouble de stress post-traumatique, c'est développé récemment. En France, par exemple, avec les attentats, il y a eu un intérêt. Il y a la médiatisation. Plus on en parle, plus ça prend de l'importance et plus on peut obtenir des financements. La recherche a toujours existé, mais pas au niveau actuel où on voit, par exemple, quand on va regarder les publications sur le trouble du stress post-traumatique, il y a un grand nombre, hein, ça sort assez régulièrement, de plus en plus. Voilà. Alors, par rapport au DU, psychotraumatologie, à Nice, ça a été créé en janvier 2014. D'abord, je vais définir très brièvement ce que ça veut dire psychotraumatologie. Nous sommes tous plus ou moins exposés à des événements traumatisants. Les degrés varient. Là, je parle nous, c'est tous les adultes dans le monde entier. Alors, il y a un pourcentage autour de 70%, voire même des auteurs qui vont jusqu'à 90%. On a un risque de s'exposer à au moins un événement traumatisant. Donc, c'est fréquent dans toutes les sociétés. Et on va définir la psychotraumatologie comme étant la science qui traite non seulement des conséquences psychologiques qui sont associées à ce type d'exposition, mais également leur prise en charge. L'idée d'avoir un DU de psychotraumatologie à Nice, ça a été motivé par… il y a 3 raisons à la base.
La première, c'est que je suis enseignant-chercheur et en tant que chercheur, je travaille dans le domaine de la psychotraumatologie. La deuxième raison, c'est un constat, c'est le manque de formation en psychotraumatologie chez les professionnels dans le domaine de la psychotraumatologie. C'est une sorte de contradiction. Voilà. C'est fou, bien Voilà. sûr. Bon, ça se développe. Hein. Par exemple, à Mhm. Nice, maintenant, on a un master qui, dans un parcours de master, il y a cet aspect de psychotraumatologie, donc c'est très, très récent. Donc, y compris même les médecins, hein, psychiatres, les infirmiers, durant leurs études, on voit que cette formation est pratiquement inexistante. Alors, il se trouve qu'il est primordial de pouvoir prendre en charge les personnes en souffrance de manière appropriée et cohérente. Donc, du coup, il est important d'avoir justement des formations. La troisième raison, c'est aussi un constat, c'est que dans le sud de la France, il n'y a pas de proposition de formation avec mutualisation des connaissances professionnelles et académiques dans le domaine de la psychotraumatologie. Donc, en rassemblant ces trois raisons, ben, ça m'a poussé à créer un DEU de psychotraumatologie à Nice. Très bien. C'est déjà riche d'enseignements, hein, tout ce que vous dites. Je vais revenir vers vous. Justement, j'interpelle maintenant Lina Rossetti. Lina, toi, ton parcours d'équithérapeute, tu as commencé, j'allais dire classiquement, entre guillemets, par traiter les personnes et les enfants en situation de handicap. Et puis très vite, tu en es venu donc à t'intéresser à des états de stress post-traumatique. Alors, tu nous avais dit dans la vidéo précédente, dans la visio précédente, pourquoi, mais est-ce que tu peux rappeler qu'est-ce qui t'a amené à ça? Et puis surtout, d'expliquer ce qu'a été ce DU. Attention, tu as ton professeur, ton ancien professeur devant toi, mais ce que ce DU de psychotraumatologie t'a apporté pour toi par rapport à ta pratique d'équithérapeute. Oui, ben, comme tu le dis très bien, quand on travaille avec le handicap, apparemment, il n'y a vraiment aucun lien à faire avec le psychotrauma. Le seul souci, c'est que j'ai été abordée par des familles de victimes de l'attentat, qui avaient leurs enfants et leurs adolescents qui étaient fortement impactés par l'événement. Même s'ils étaient suivis en pédopsychiatrie, il leur fallait vraiment une aide supplémentaire. Hein. Vraiment, c'était très fort. Et, et comme on l'a dit, hein, le psychotrauma, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on s'en préoccupe, enfin de cette façon si intense. Et moi, je ne me sentais pas armée du tout pour prendre en charge ces enfants. C'est-à-dire que l'approche bienveillante avec l'animal, ça, je savais faire, mais je me suis très vite rendu compte qu'il fallait autre chose. Et là, on repart sur ce que disait M. Garcia. Des professionnels formés, il n'y en a pas beaucoup, donc il faut aller chercher la connaissance. Et j'ai eu la chance d'avoir ce DU sur Nice, et je me suis tout de suite inscrite parce qu'on ne peut pas, avec des enfants aussi fragiles, faire des impairs. Et même si je suis infirmière psychiatrique de formation, donc la santé mentale, ça me parle quand même. Là, on se rend compte que ça peut être vraiment très dévastateur, hein, un psychotrauma. Un enfant, c'est un être en devenir, donc on n'a pas le droit de faire trop d'erreurs non plus. Et vraiment, je dis encore un grand merci à M. Garcia parce que j'ai pu rencontrer, grâce au DU, des professionnels, des gens très compétents. J'ai pu me rendre compte qu'il y avait tout un maillage qui était en train de se former. Et maintenant, je peux, dans certains cas, faire appel à eux. Et petit à petit, tout petit à petit, on est en train de faire un petit réseau entre nous, entre professionnels. Donc, un grand merci parce que c'est vraiment des connaissances que je n'avais pas et qui sont vraiment fondamentales. Alors, est-ce que tu peux nous dire, pardon hein, pour la bande passante qui est faible chez toi, donc effectivement, la connexion n'est pas très stable, Internet, est-ce que tu peux nous dire déjà s'il y a des avancées ou des points positifs ou de progrès en tout cas qui peuvent être envisagés dans l'approche thérapeutique avec le cheval autour notamment des enfants psychotraumatisés?
Mais ça m'a permis justement de voir comment le cheval pouvait aider les enfants. Alors, il y a plein de points très importants. On a parlé des symptômes tout à l'heure, par exemple l'hypervigilance. On peut, grâce à l'animal, qui est le cheval et qui est un animal de proie, hein, qui est donc lui toujours en hypervigilance, faire simplement de l'observation de l'animal et se rendre compte que l'animal est tout le temps sur le qui-vive et ça peut ramener l'enfant sur ce qu'il a vécu à un moment donné, au moment de l'attentat notamment, revivre enfin toutes ces choses, mais de façon très concrète, mais détachée en même temps, et d'avoir ce regard très différent de ce qu'il vit, ce qu'il ressent dans son corps. Donc ça, c'est un premier point, par exemple. Autre point, toujours par rapport à ces symptômes, on peut avoir l'impression de plus du tout se maîtriser au niveau corporel. Et le fait d'être en relaxation sur un cheval, on met les mains pour avoir sa respiration, on met les mains le long de son corps, on se rend compte de sa respiration, on arrive à baisser sa respiration en même temps que lui. Tout ça, c'est un travail de contrôle sur son propre corps. L'équithérapie, c'est une approche corporelle, hein, psychocorporelle. Et donc, cette approche du corps est très importante. Et l'enfant qui ne maîtrise plus trop son corps apprend petit à petit, se réapproprie petit à petit son corps. Ben voilà, j'ai des tas de petites pistes comme ça que je n'imaginais même pas avant. Mais c'est parce que j'ai la connaissance des symptômes et du psychotrauma, vraiment en détail, que j'arrive à faire le parallèle de ce que le cheval peut m'apporter. Voilà. Alors, est-ce que, professeur, en entendant ce que dit Lina Rossetti, il y a des points qui vous paraissent intéressants et puis peut-être des réserves qu'on peut apporter à cette médiation équine à visée thérapeutique? Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? Alors, je peux dire deux choses, hein. La première, c'est que quel que soit le trouble mental qu'on peut considérer, il y a toujours ce souci de chronicisation des symptômes. Ça ne veut pas dire que tout individu qui a un trouble mental va connaître la chronicisation. Il y a un certain pourcentage. Si je prends le trouble de stress post-traumatique, c'est autour de 20% d'individus. Alors, qu'est-ce qu'on fait en termes de recherche? C'est d'essayer de développer de nouvelles stratégies d'approche, hein, pour pour obtenir la rémission. Donc, actuellement, il y a plusieurs pistes et cette piste équine est une très bonne piste parce que j'ai lu les trois articles que j'ai reçus. Je ne suis pas connaisseur dans le domaine, donc par curiosité, j'ai lu les articles chez les enfants et adolescents. Il y a des résultats intéressants. Et surtout quand il y a, c'est la deuxième chose que j'allais dire, quand il y a une comparaison qui est faite par rapport à une approche qui est plutôt basée sur les thérapies cognitivo-comportementales, apparemment, on va dans le même sens en termes de résultats. Donc ça c'est intéressant. Et la dernière chose, si vous me le permettez, c'est d'aller un peu plus loin. Quand on parle de troubles de stress post-traumatique, il y a le trouble de stress post-traumatique simple et il y a le complexe. Simple, il y a eu un événement. Complexe, il y a eu plusieurs événements, une succession d'événements. Et les complexes sont très difficiles à soigner. Et apparemment, peut-être que cette approche serait un moyen. Voilà. Mais il faut que je lise encore un peu plus. Alors, les trois publications, on remercie le docteur Laurent Samery qui est avec nous, je pense, hein, ce soir. On remercie pour la diffusion. On les mettra sur le site si ce n'est déjà fait. J'ai un petit tout oublié, effectivement. Donc, le docteur Laurent Samery qui s'investit beaucoup sur justement le recensement des publications scientifiques dans le monde autour de la médiation équine à visée thérapeutique, hein, autour de l'autisme, puisque c'est quelqu'un qui s'est investi à Tours, au CHU de Tours, sur cette question, nous a permis de trouver effectivement des publications internationales sur cette question. Je salue aussi Laurent Sicane, qui est avec nous, je le vois, depuis Israël et qui répondra à la visioconférence, à une visioconférence future, hein, dans un mois. Donc, elle travaille aussi beaucoup sur cette question-là. Moi, je revenais peut-être, professeur, j'ai un témoignage qui est intéressant parce que c'est très troublant.
Et pardonnez-moi, je retrouve mon côté animateur profane, hein, avec beaucoup de scientifiques que j'ai pu animer dans ma carrière. Il y a une Grid qui dit qu'elle est médecin, formée à la faculté de Strasbourg, et elle confirme qu'elle n'a jamais eu de cours, ni même aucune ouverture sur les psychotraumatismes. Voilà un champ qui, vous le dites, est assez énorme, hein, qui peut toucher jusqu'à 90% de personnes, et qui n'est pas enseigné, ou très peu quand même, dans les formations de médecins. Il y a un décalage qui est troublant. Et j'allais dire, avec le confinement et avec ce que nous vivons aujourd'hui, je repose ma question tout à l'heure, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a quand même une urgence pour prendre en charge et former un peu plus et de manière beaucoup plus soutenue sur le psychotrauma les médecins, et puis peut-être mettre en place effectivement des thérapies alternatives complémentaires, ça c'est à étudier, comme l'équithérapie. Oui, tout à fait. Je vais dans le même sens que ce que vous venez de dire. Juste une petite remarque. 70, entre 70 et 90% des gens vont être exposés au moins une fois dans leur vie à un événement traumatogène. Ça ne veut pas dire qu'on aura 90% des gens qui vont avoir le trouble de stress post-traumatique. Heureusement. Donc, le pourcentage est évalué en gros à 10%. Ouais. 10%. Voilà. Mais 10%, c'est déjà beaucoup. C'est énorme, quand même. C'est énorme, c'est énorme. Oui. C'est pas rien. Donc, dans ces 10%, quand on applique la thérapie, on va avoir 80% des 10% qui vont s'en sortir et 20%, c'est la chronicisation. Et parmi ces gens qui s'en sortent, dans les 80%, dans les 5 ans, ça peut monter jusqu'à 20%, voire une personne sur deux qui va rechuter. Donc, c'est intéressant de développer de nouvelles approches thérapeutiques par rapport à ce trouble. C'était juste une petite remarque. Maintenant, concernant la situation actuelle, il est vrai que le fait d'être confiné, des personnes qui s'intéressent au psychotraumatisme, on y a pensé, hein, ce qui va se passer, on va avoir une augmentation de cas de troubles de stress post-traumatique. J'ajouterais aussi que on ne s'attend pas toujours à ce qu'il y ait un trouble de stress post-traumatique immédiatement après l'événement, c'est-à-dire quand je dis immédiatement, dans les 30 jours, lorsqu'on passe d'abord dans une phase qui est l'état de stress aigu. Il y a beaucoup de cas où on a ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique différé. Alors, la durée la plus longue que j'ai trouvée dans la littérature, c'est 50 ans. Ouf. 50 ans. Voilà, après l'événement. Et là, apparition des troubles. Si je prends l'exemple de ce qui est arrivé à Nice, il y a des gens qui étaient dans une vie normale, il n'y avait rien de particulier. Bon, on est choqué. Après l'attentat. Hein, voilà, l'attentat, on est choqué. Mais après, tout semble revenir à la normale. Et certaines personnes, c'est des années plus tard, on va voir apparaître le trouble de stress post-traumatique. Donc, à côté de la prise en charge directe avec tous les moyens qu'on peut mettre en place, tels que ce que fait Madame Rossetti, il serait bien aussi de penser à la prévention. Alors, est-ce qu'avec ces approches, on peut aussi faire de la prévention? Je ne sais pas. En tout cas, professeur, et je vais revenir à Lina, ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous, là, on est au cœur de votre expertise de neurobiologiste, c'est qu'on peut évaluer au niveau biologie, on peut évaluer les effets d'une résilience ou en tout cas d'une thérapie qui fonctionne par rapport à une personne psychotraumatisée. Ça se voit, j'allais dire. Alors, en termes de recherche, il y a trois aspects qui sont ciblés. Il n'y a pas d'ordre, hein, j'allais dire le premier aspect, il n'y a pas d'ordre. Disons qu'un des aspects, c'est d'avoir accès à des marqueurs biologiques du trouble. Alors, ces marqueurs, d'abord, on a une connaissance aujourd'hui
des caractéristiques du trouble de stress post-traumatique chez les personnes qui en souffrent. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait de ces données? On se pose la question de savoir si avant ou après un événement traumatisant, si on détecte certaines de ces caractéristiques, est-ce que ça ne nous indiquerait pas le risque d'aller vers le trouble de stress post-traumatique? Si je dis avant, on ne va pas prendre le plus venant. On va s'intéresser par exemple à des populations telles que les militaires, les pompiers, les futurs médecins urgentistes. Parce que ces personnes-là, il y a d'autres métiers, hein, le risque d'être exposé à un événement traumatisant est très élevé. Après l'événement, avant qu'on parle de troubles de stress post-traumatique, avant le diagnostic, on a une fenêtre qui est quand même d'un mois. Au cours de cette fenêtre, on peut rechercher des indicateurs possibles pour aller vers le trouble de stress post-traumatique. On peut aussi rechercher ces indicateurs une fois qu'on a le trouble de stress post-traumatique qui est constitué, donc le diagnostic il est fait, avant la thérapie. Et ça permet de voir, là je parle en tant que biologiste, quelles sont les personnes qui vont avoir un risque élevé de chronicisation. On peut déjà les identifier avant même d'appliquer la thérapie. Et enfin, là on peut aller chercher ces marqueurs aussi une fois qu'on constate qu'il y a une réduction des symptômes, voire même une suppression des symptômes. Là, on va chercher le risque de rechute, les indicateurs par rapport à la rechute. Donc ça, c'est la première voie, un premier aspect, c'est des marqueurs en termes de recherche. Deuxième aspect, il y en a 3 au total. Deuxième aspect, c'est la prévention. C'est-à-dire que si je dis par exemple que telle personne présente un risque élevé d'aller vers le TSPT, on ne va pas laisser cette personne dans la nature et puis attendre qu'il y ait le TSPT pour dire, ben, vous voyez, j'ai raison, vous avez raison quand j'ai dit ça. Non, c'est là où on va appliquer les traitements préventifs. Justement, éviter d'aller vers le TSPT. Pour la rechute, c'est pareil. Si on a des indicateurs, on va utiliser un traitement préventif pour éviter justement que les gens rechutent. Enfin, on va s'intéresser, le troisième aspect, c'est le traitement curatif. Donc ça va s'appliquer à 2 types de patients. Les patients qui ont un trouble de stress post-traumatique récent. Quand on a des indicateurs qu'il y a risque de chronicisation, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces patients-là? Et deuxième groupe de patients, deuxième type de patients, c'est les patients qui ont un trouble de stress post-traumatique ancien. Par exemple, ceux qui ont fait de la guerre du Vietnam, qui sont encore en vie, hein, certaines personnes qui en souffrent encore aujourd'hui. Est-ce que je me trompe, professeur, en parlant aussi de transgénérationnel? C'est-à-dire, est-ce que ça peut se transmettre de génération en génération, un psychotrauma? Non, je ne pense pas. Par contre, ce qui peut se transmettre, c'est une sorte de, on va dire, susceptibilité à développer le trouble de stress post-traumatique. Il y a l'exemple d'une étude réalisée par une New-Yorkaise qui a mesuré le cortisol, hein, qu'on va trouver dans les urines, dans le sang, des enfants dont les mères avaient vécu l'Holocauste. Oui. Voilà, et on s'aperçoit que le taux, quand il est très bas, la mère qui a vécu l'Holocauste a développé le trouble de stress post-traumatique en lien avec l'Holocauste. Et ces enfants qui ont le taux très bas présentent un risque élevé de développer même aussi le trouble de stress post-traumatique. Et suite à d'autres événements, ça n'a aucun lien avec l'Holocauste. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ah, c'est assez vertigineux, je dois dire. Très bien. En tout cas, le champ est vertigineux. Alors, Lina, justement, comment toi, tu appréhendes concrètement, tu as dit bon, ce que tu pratiquais, ce que tu tentais de faire. Alors, il faut savoir que l'échantillon est effectivement quand même très faible, hein. Tu as conventionné avec l'association Promenade des Anges, hein, donc l'association qui réunit une grande partie des victimes de l'attentat de Nice. Tu reçois quelques enfants et parents.
Est-ce que tu peux nous dire que l'évaluation, elle est envisageable et comment par rapport au progrès que tu peux apporter aux victimes de l'attentat, ceux que tu as déjà depuis plus d'un an, parce que tu en as que tu suis depuis plus d'un an. Et est-ce que toi, tu penses que tu peux te positionner pour participer à une étude, un programme de recherche, pourquoi pas, qui permettrait d'évaluer les effets des équidés sur le psychotrauma de ces enfants? Il existe des échelles d'évaluation pour justement évaluer le psychotraumatisme. Tout ce qui est aussi ce qu'on appelle le coping, comment la personne va pouvoir dépasser un petit peu toutes les compétences qu'elle a en elle et qui vont lui permettre de faire face. Voilà, de faire face. Donc ça existe, mais c'est des psychologues qui doivent les faire passer. Donc moi seule, je ne peux rien faire. C'est bien pour ça que j'essaye de me mettre en lien avec différents professionnels, de savoir ce qui existe à l'heure actuelle. Et dans l'idéal, si on voudrait vraiment évaluer un travail, c'est de pouvoir faire passer ces tests en amont, suivre toute une série généralement, si on réfère à la littérature, de 10 à 12 semaines de suivi, et repasser après les tests bien après, pour voir si on a une amélioration des différentes échelles. Mais bon, il faut vraiment travailler en pluridisciplinaire avec des psychologues, des psychiatres. Voilà. Là, ça me dépasse complètement. Mais toi-même, subjectivement, est-ce que tu peux quand même témoigner de progrès vécus par des enfants avec les témoignages des parents Ah oui, d'enfants donc, que tu reçois? les témoignages de parents et d'enfants, oui, beaucoup me le renvoient régulièrement. Le souci, c'est que c'est très subjectif, on va dire. Et en science, on a besoin de pouvoir évaluer vraiment concrètement pour éviter différents biais. Mais c'est vrai que les enfants, moi je vois bien certains, depuis le temps que je les suis, de toute façon, ils réclament régulièrement de venir, c'est important pour eux. Et j'ai envie de dire pour certains, et heureusement, au-delà de l'attentat, qui est, on va dire, un phénomène ancien pour eux, me confient des douleurs qu'ils ont dans leur vie quotidienne par rapport à leur vécu d'enfant ou d'adolescent. C'est vraiment, j'ai envie de dire, vraiment un soutien très très fort pour eux. C'est devenu, comment dire, Un c'est soulagement, une évasion, quoi. Oui. vraiment un moment où c'est un moment pour eux, où ils ont vraiment beaucoup de plaisir, où ils ont un confident, et le confident, c'est l'animal. Ils ont cette relation particulière qu'ils sont arrivés à établir, qui les a reconstruits, entre guillemets, qui leur a donné beaucoup de force. Et voilà, et ils viennent régulièrement, ils ont vraiment besoin de ça. Mais bon, tout ça, c'est très subjectif pour pouvoir l'évaluer. Et moi, je voudrais vraiment me donner les moyens de mettre ça en place. Alors, avant de poser les questions qui sont écrites sur le chat, professeur, question encore une très naïve, mais si une étude était possible, un programme de recherche était mis en place autour de l'INA, on pourrait, si je vous entends bien, déjà mesurer dans certains cas les progrès et la diminution de l'état de stress post-traumatique sur le plan biologique. On pourrait évaluer l'effet de 12 ou de 20 séances d'équithérapie sur des personnes. Oui, tout à fait, ça peut être possible, hein. Ça enrichirait l'étude. C'est-à-dire qu'on aurait d'un côté ce que la personne va dire, le patient, qui dit ben, moi, j'ai plus de cauchemars, je fais plus d'évitement, d'hypervigilance, il n'y a plus d'hypervigilance, j'ai plus de troubles cognitifs. Donc, ça, c'est ce qui va être subjectif, qu'elle pourra recueillir. Mais il y a aussi les échelles spécifiques pour le trouble de stress post-traumatique. Donc, voilà pourquoi elle parlait des psychologues qui vont dire ben, il y a une amélioration, il y a une nette amélioration. Ensuite, on peut associer à cela des mesures biologiques. Ces mesures biologiques peuvent aussi être des indicateurs de risque de rechute, tel que je l'ai déjà dit. C'est-à-dire que les choses vont bien, apparemment, par rapport à ce que dit la personne en rémission. Les choses vont bien, apparemment, par rapport aux échelles,
Mais la biologie peut dire tout va bien, excepté, voilà, peut-être soit continuer, soit associer, avoir une autre thérapie qui va accompagner la personne pendant quelques mois. Complètement. Alors, je vous pose les questions alors à tous les deux, peut-être au professeur. Il y a Alice, médecin aussi, qui pose une question. Les personnes en situation de handicap physique ne sont-elles pas potentiellement affectées par le psychotrauma, surtout quand le handicap est acquis et pas inné? Si oui, ne peut-il pas y avoir de passerelle thérapeutique entre équithérapie et handicap physique acquis, donc en prenant en compte ce stress post-traumatique peut-être non exprimé, non détecté? Et elle conclut, on ne nous forme même pas à annoncer un diagnostic létal. Je ne sais pas si, professeur, vous pouvez réagir là-dessus déjà. Encore un médecin qui se plaint de ne pas avoir été formé. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais soulever trois points par rapport aux troubles de stress post-traumatique. Le premier point, c'est ce qu'on a dit depuis le départ. Il faut qu'il y ait un événement traumatisant. Sans l'événement traumatisant, il n'y a pas de trouble de stress post-traumatique. Disons que ça n'existe pas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la vulnérabilité sur le plan génétique. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui viennent au monde avec, bien sûr, des mutations, soit venant du père ou de la mère ou des deux parents. Et on a des mutations quand même assez caractéristiques des gens qui souffrent de stress post-traumatique. C'est-à-dire que si on prend les patients, on prend tout venant, les gens qui n'ont pas de stress post-traumatique, et qui ont aussi vécu des événements, on s'aperçoit que, en termes de sévérité des symptômes, on a des symptômes qui sont beaucoup moins sévères chez certaines personnes hein, qui se ressemblent génétiquement, comparé à d'autres personnes qui aussi se ressemblent génétiquement, mais qui ont certaines mutations. J'ajoute le troisième élément, c'est comment s'est passée l'enfance de l'individu, la maltraitance. C'est-à-dire, si génétiquement, on présente un risque élevé d'avoir le trouble de stress post-traumatique, et si on a passé une bonne enfance, agréable sur tous les points, malgré plus tard la confrontation avec des événements traumatisants, il n'y a pas de trouble de stress post-traumatique. D'accord. En fait, il faut rassembler ces trois choses. La première, on arrive au monde avec des problèmes qu'on ne voit pas hein, à l'œil nu, mais qui sont au niveau qui vont avoir des conséquences psychiatriques. Donc ça, c'est la génétique. On arrive au monde dans un milieu défavorable, où il y a la maltraitance par exemple. On ajoute un autre facteur, donc il y a le facteur génétique, il y a le facteur environnemental, et puis plus tard, la confrontation à un événement traumatisant va faire que quand on a ces trois-là, on va aller vers le trouble de stress post-traumatique. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, alors par contre, ce n'est pas le handicap en soi, ce n'est pas le fait d'être handicapé. On n'a pas précisé quel type de problème peut avoir la personne. Ça peut être sur le plan moteur, sur le plan mental, mais le fait d'être handicapé sur le plan moteur, par exemple, ne va pas faire qu'on va aller vers le trouble de stress post-traumatique après un événement traumatisant. On peut être dans la résilience. Alors, c'est une des questions qui est posée, c'est quelle est votre approche par rapport aux événements relatifs à la vie de tous les jours, puisque vous mettez l'accent sur des événements dramatiques, hein, mais la vie de tous les jours. Alors, par exemple, un enfant maltraité par d'autres élèves régulièrement. Est-ce que pour vous, ça peut déclencher un état... Oui, tout à fait. Il y a une étude japonaise, justement, où cette maltraitance causée par d'autres enfants, ça a entraîné le trouble de stress post-traumatique. Voilà. Ça a été publié. Ouais.
Très bien. Lina, il y a une question qui est posée. Alors, ça va être difficile pour toi de répondre, je devine, mais c'est une question effectivement qui est soulevée par rapport à ce que tu as dit. S'il était mis en place un programme de recherche d'évaluation, ça peut s'adresser aux professeurs. Bien que non, ça va être difficile aussi pour vous de répondre, professeur, mais c'est comment différencier l'effet de l'équithérapie même, donc l'effet des chevaux et des équidés, par rapport à une psychothérapie classique. Comment mesurer qui a sa part dans la thérapie? C'est tout le problème des études que Laurent Samery a relevées. Sur une, je me souviens par exemple, donc les enfants étaient suivis en institution avec des thérapies cognitivo-comportementales et un autre groupe uniquement en équithérapie. Donc c'est vrai que quand on apporte plusieurs prises en charge, on va plus pouvoir évaluer qu'est-ce qui amène quoi. Donc là, il y a un choix. Soit c'est l'équithérapie, soit c'est les TTC. Et ben, le résultat de cette étude montrait qu'on avait des résultats aussi positifs d'un côté que de l'autre. Du moins, l'équithérapie était équivalente au TTC. Donc, ça, déjà, c'est une information. Mais sinon, bon, ben, c'est vrai que c'est compliqué, hein, parce que c'est des problèmes éthiques. Pourquoi ne pas soigner, ne rien proposer à un groupe d'enfants et proposer une thérapie voilà, ça c'est tous les problèmes des évaluations des études. Hein, c'est bien pour ça qu'il faut vraiment des gens très compétents pour mettre au point ces études. Très bien. Et je vois que M. Garcia est remarquable parce qu'il répond au chat en plus. Donc, il y avait une question effectivement qui a été posée par le fait de la mesure. Y a-t-il que Du le dosage de cortisol. cortisol, hein, c'est ça. Donc, vous avez Voilà, voilà. répondu. Donc, voilà, donc on peut aussi prendre l'exemple de la noradrénaline. Ah, très bien, très bien. Ah oui, non, mais on voit que c'est un champ. Alors, je voulais vous poser la question. Vous n'êtes pas un expert sur cette question, mais Lina, quand elle me rapportait son expérience de DU avec vous, elle a été fortement troublée par le fait de découvrir que les études de l'état de stress post-traumatique sur les enfants sont encore plus récentes et que quelque part, on est en train de découvrir un champ très, très large. Je rappelle que les statistiques officielles européennes, par exemple, mesurent un enfant sur 5 subit des abus sexuels en Europe, ce qui est quand même gigantesque. Là, franchement, et on ne parle que des abus sexuels. Donc, quelque part, là aussi, est-ce que vous ne pensez pas qu'il n'y a pas intérêt, enfin, dans ma question, il y a la réponse, pardon, hein, mais il n'y a pas intérêt quand même à combiner des approches classiques, conventionnelles, thérapeutiques, des formations, mais aussi peut-être de s'appuyer sur des thérapies alternatives, encore une fois, mesurées, qui font l'objet d'une vérification, il ne faut pas prendre n'importe quoi, mais comme le MDR, comme l'équithérapie. Est-ce que vous pensez que c'est une alliance, notamment vis-à-vis des enfants, les enfants futurs adultes, hein, qui vont déclencher des graves problèmes hein, si on ne les soigne pas? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a urgence à essayer de mettre en place quelque chose de ce type en France? Oui, tout à fait. Pardon, je reviens encore sur une petite remarque. Il y a eu énormément d'études chez les adultes. Et nous avons négligé, hein, les chercheurs, les enfants. Il y a deux populations négligées, les enfants et les personnes âgées. Il y a très peu d'études chez la personne âgée, alors qu'il y a beaucoup de cas de troubles de stress post-traumatique chez la personne âgée, comme chez l'enfant, y compris chez le bébé. Bien, donc c'était juste un point que je voulais soulever. Puis je vais en venir maintenant à la question qui est posée. Il est possible de combiner les thérapies. Je prends l'exemple de la pharmacothérapie. Alors, ce qui est recommandé, ce sont les antidépresseurs sérotoninergiques. Hein. Un exemple classique que je peux citer, c'est le Prozac, qu'on va combiner avec la psychothérapie. En termes de psychothérapie, ce qui est recommandé au niveau des sociétés savantes, il y a le MDR, que vous avez cité, et la thérapie cognitivo-comportementale. Je pense que venir avec l'équithérapie, associer ça, associer deux, c'est une forme de, bon, c'est directement une thérapie non médicamenteuse, bien sûr. On peut combiner deux thérapies non médicamenteuses
peut-être pour augmenter l'efficacité. Je ne suis pas clinicien, donc je vais prendre l'exemple d'un de mes collègues et amis qui est à Lille. Il m'avait dit, quand il reçoit, lui, comme il est psychiatre, donc il prescrit les médicaments, il m'a dit, au lieu de commencer par la psychothérapie, et quand ça ne va pas, on associe psychothérapie et médicaments, là on peut voir un bon résultat. Lui, d'emblée, dès qu'il a un patient, il commence par les deux. Et il a plus de chances de succès que s'il commence que par la psychothérapie. Attendre, et puis ensuite, voilà. Pourquoi ne pas combiner? Je pense que soit le faire dans le cadre d'une étude, soit pourquoi pas y aller d'emblée s'associer avec des psychothérapeutes. Le docteur Amery nous signale qu'il y a une étude de Muller et de McCullough aux États-Unis qui compare les effets de la médiation équine avec les effets de la TCC. D'accord. Là, c'est une comparaison, mais ce n'est pas une association. C'est ça, non, c'est une comparaison. Les deux n'ont pas été effectivement combinés. Voilà. Oui, tout à fait. Et à ce niveau-là, au niveau de ce champ et de cette approche, est-ce que vous pensez que les mentalités du côté de la recherche, de votre côté, hein, de la recherche des véritables chercheurs, seraient suffisamment ouvertes pour intégrer, par exemple, l'équithérapie dans un programme de recherche? Ou est-ce qu'il y a une mentalité qui est assez fermée et qui est plutôt classique? Non, il y a de plus en plus d'ouverture. Hein. Vraiment, il y a une sorte d'évolution hein, dans la façon de voir les choses des chercheurs. Donc, il y a de plus en plus d'ouverture. Et ça, c'est une très bonne chose. Est-ce que toi, Lina, tu connais d'autres équithérapeutes en France, en tout cas, qui s'intéressent ou en tout cas qui travaillent déjà avec le stress post-traumatique de personnes? Pour les enfants, enfin, je pense à l'aide sociale à l'enfance où il y a, comme le disait M. Garcia, beaucoup d'enfants qui ont vécu de la maltraitance hein, et des abus, de la négligence, enfin tout ça, ça fait trauma. Et donc, l'aide sociale à l'enfance est depuis longtemps adressée en équithérapie. Mais là-dessus aussi, je pense qu'il n'y a pas d'études vraiment poussées. C'est un manque, un vrai manque. Et sans du tout porter de jugement sur les formations existantes en équithérapie, mais à ta connaissance, toi tu en as suivi une, est-ce que tu sais si cette dimension ESPT est abordée dans les formations? Non, pas du tout. D'accord. Et sur les Alpes-Maritimes, est-ce que tu nous as parlé que tu commençais à pouvoir travailler avec des professionnels, mais est-ce que tu as pu participer à un travail avec des professionnels déjà? Non, non, j'aimerais bien, hein, mais non. Je pense que il y a encore beaucoup de chemin à faire. Hein. Et vraiment, les enfants, enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont laissés pour compte. C'est un peu dommage, vraiment, parce qu'il y a une très très grande souffrance. Et puis vraiment, enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir un très bel outil. Enfin, j'aime pas parler d'outils, mais un très beau moyen de les aider avec les chevaux, parce qu'il se passe des choses vraiment extraordinaires. Des enfants qui sont vraiment repliés sur eux-mêmes, qui sont mutiques. Ils arrivent vraiment, grâce au contact avec l'animal, ça les aide vraiment beaucoup, mais il faudrait vraiment pouvoir évaluer ça correctement. Et on n'en est pas là. On n'en est pas là. Ça ne peut que se sentir et c'est très subjectif. Et moi, j'aimerais qu'on aille au-delà. Mais là où je me sens désemparé, professeur, ce n'est pas vous, mais là où je me sens désemparé, c'est notre société et surtout avec ce que nous sommes en train de vivre particulièrement, ne semble pas s'être armée depuis le temps qu'on constate, en tout cas des effets d'état de stress post-traumatique importants, ne semble pas s'être doté de moyens pour mieux former et mieux appréhender cette étude. Moi, je suis comme tout le monde, j'ai vu des documentaires sur les vétérans de la Première Guerre mondiale.
où on voit ces images où ils se couchent sous les lits, enfin dès qu'ils entendent du bruit et qu'ils ne s'en remettront, les pauvres, sans doute jamais, ils ne s'en sont jamais remis. Les gueules cassées, hein, je crois qu'il y a eu un établissement. Comment se fait-il qu'il y a ce trou d'air et que finalement, ça ne date que de quelques 20 ans ou 30 ans qu'on commence à vraiment appréhender sérieusement ce champ, selon vous? Selon moi, déjà, quand on considère une maladie psychiatrique, c'est pas quelque chose qui se voit. C'est pas une blessure physique. Alors, donc, parfois, la famille va avoir tendance à considérer que la personne exagère. Oui, il y a eu un accident. Oui, l'événement était grave. Donc, on va se baser sur la gravité de l'événement et non sur la gravité psychique. Alors, la gravité psychique va être propre à l'individu. La gravité de l'événement est accessible à tout le monde. On peut donner un jugement. Donc, y compris même certains médecins, pas les spécialistes, pas les psychiatres, peuvent aller jusqu'à dire bon, à un patient, une patiente, bon, vous exagérez un peu, bon, c'est passé, écoutez, quand la personne n'est pas formée, c'est ce qui va être fait. Donc, la personne va commencer à s'isoler, et donc il n'y a pas de considération. Aujourd'hui, on considère sérieusement, comme je le disais au début, ce qui a cet impact de la médiatisation. Même aux États-Unis, ce n'était pas très considéré, le trouble de stress post-traumatique. Aujourd'hui, il y a une pluie presque d'études sur le trouble de stress post-traumatique. Il y a eu les femmes hein, qui sont descendues dans la rue, donc il y a les médias, les violences qui sont faites aux femmes. Pardon? Il y a eu le Vietnam quand même. Il y a le Vietnam, oui, ça, il y a le Vietnam. Donc, tout ça, ça fait qu'il y a une considération, même au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, c'est très récemment que ça a été reconnu comme une pathologie. C'est fou. Vous vous rendez compte? Voilà. Alors, je vais faire une exception. Laurence, depuis Israël, souhaiterait intervenir. Alors, Laurence, vous pouvez intervenir là. Je pense qu'on va vous entendre. Oui, exactement. Bonjour, professeur Garcia. Bonsoir tout le monde. Enchantée. Je voulais juste je peux faire une petite précision par rapport à ce que Lina a ajouté quelque chose par rapport à ce que Lina a dit quant aux formations. Nous travaillons quand même pas mal avec toutes sortes de formes de post-trauma dans leur étape chronique. Je crois qu'il est important de dire qu'une personne qui fait une formation d'équitation thérapeutique ou de médiation avec le cheval n'est certainement pas encore capable de prendre en charge des situations de post-trauma. Comme tu l'as dit, et vraiment très justement, Lina, c'est une situation extrêmement délicate et on n'a pas le droit à l'erreur dans cette situation. Et par conséquent, moi, ce que je propose, du moins en Israël, c'est surtout une formation, une surformation pour équithérapeute ou médiateur, enfin médiateur équin, pour faire une surspécialisation, un cours supplémentaire pour des gens qui ont déjà de l'expérience et qui, à ce moment-là, seront autorisés à travailler avec cette sorte de pathologie. Il en est de même pour tout ce qui est des viols et des problèmes comme ça. Je pense qu'il est important de dire qu'il faudrait faire ça peut-être à un deuxième degré et pas quelqu'un qui a fini son cours et qui qui commence à travailler n'est pas forcément capable et c'est peut-être risqué de lui permettre de prendre en charge des personnes post-traumatiques. Lina, Voilà. tu veux réagir? Merci, Laurence. Oui, non, mais complètement. Laurence l'a bien dit, il faut une certaine expérience déjà. Et après, être allé chercher de l'information. Hein. Moi, si j'ai couru au DU, c'est que je me suis bien rendu compte que je ne pouvais pas aborder ce genre de troubles comme ça. Il faut vraiment avoir une bonne formation. Et encore une fois, je remercie le DU de psychotrauma parce que
depuis, je lis, j'ai énormément de livres sur le sujet, je complète vraiment ma formation tout le temps. Et Laurence Sican, qui est donc en Israël, je souhaite la rencontrer très prochainement, dès que le Covid nous le permettra, pour compléter justement ma formation d'équithérapeute sur le post-trauma. Il faut dire que tu devais partir ce printemps. En mars, oui, mais je n'ai pas pu. Il y a un témoignage de Patricia qui nous dit c'est pour toi, Lina, à la fin de sa formation de thérapeute, elle a eu besoin de faire son mémoire sur la pertinence de la médiation équine suite aux dernières avancées sur les neurosciences affectives. Et en tant qu'infirmière, elle a voulu faire le lien sur ce qui lui paraît indispensable. Et elle est prête à mettre son mémoire à ta disposition si tu le souhaites. Elle pense que cette étude est indispensable. Oui, bonsoir Patricia, oui, je la connais, c'était une collègue de promo à la FENTAC. Oui, je reviendrai vers toi, il n'y a pas de souci. Ouais. Très bien. Ce qui peut être aussi, oui, allez-y, professeur. Ce qui peut être aussi faisable, c'est peut-être une fois par an, hein, on va dire une fois par an, venir voir la nouvelle promo des étudiants du DU psychotraumatologie, peut-être en parler un peu, même pendant 10 minutes, un quart d'heure. Peut-être que quelqu'un va dire, ça m'intéresse, une psychologue peut dire, ou un psychologue, voilà, pourquoi pas une collaboration. Je suis assez partant ou assez partante pour participer à une étude. Oh, c'est une très bonne idée. Hein. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, professeur. Voilà. La porte restera toujours ouverte. Ce sera avec grand plaisir. Nous sommes une petite association. Lina est pour le moment un petit peu seule, mais il est évident que les choses se mettent en place et qu'on peut espérer en plus sur Nice, avec ce qui s'est passé, d'avoir un terreau malheureusement existant, mais qui nous permet de travailler avec des victimes de l'attentat, par exemple. Il y a le docteur Paul-Henri Guivarch qui travaille à l'ARS ici, qui écrit 3 ans après, les enfants de moins de 6 ans au 14-7 qui avaient consulté un professionnel de l'urgence médico-psychologique et n'avaient pas été suivis au centre d'évaluation du psychotrauma de Lanval ont été contactés. 33% allaient bien ou n'avaient pas de demande, 21% étaient dans l'évitement, 46% qui n'allaient pas bien ont accepté une consultation psychotrauma sur le champ. La prévention s'impose, elle est possible lorsque le trauma est caractérisé. Voilà son témoignage. Donc, un témoignage de quelqu'un qui travaille, qui est au cœur de ce qui a suivi l'attentat de Nice. Voilà, et qui a, je crois, été aussi un de vos élèves, professeur. En tout cas, vous avez suscité des vocations, c'est bien. Écoutez, je suis désolé pour. Je sais qu'Alice voulait s'exprimer. Je suis désolé, on n'ait pas pu prendre plus de temps, mais on est arrivé au bout de notre heure. C'était encore une fois, ça ne se voulait pas exhaustif. Hein. On a bien conscience, professeur, qu'on a fait que balayer très succinctement le sujet. Mais par contre, c'est un événement, je pense, que cette rencontre entre vous, Lina, et donc ces deux secteurs, et on retient très fort d'abord tout ce que vous nous avez enseigné et éclairé par rapport à l'ESPT, et puis cette piste qu'on prendrait volontiers. En tout cas, on vous retrouvera volontiers en début d'année prochaine si vous êtes disponible pour participer à ce séminaire. Je rappelle qu'on vise à rassembler tous les intervenants des visioconférences en 2 jours, ce qui serait un exploit par les temps qui courent aujourd'hui. Mais en tout cas, on espère bien vous avoir et avoir progressé un petit peu sur cette question. Je tenais à vous remercier, professeur. Merci, Lina. Et puis, merci à tous ceux qui ont participé. C'était très riche. On a de très, très belles questions et une belle écoute, c'est évident. Et donc, je rappelle que l'enregistrement sera diffusé dès demain matin sur YouTube, sur la chaîne du Passage et des visioconférences du Passage. Merci beaucoup. Et merci aussi, merci et bonne soirée. Merci, au revoir.